Cet épisode est réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Nous abordons dans le cadre de cette série d'épisodes l'immobilier durable sous différentes facettes, sous toutes ses formes. La décarbonation, la carboneutralité, la durabilité, l'abordabilité et la rentabilité constituent des cibles particulièrement privilégiées en raison des contextes économiques, sociaux et environnementaux actuels. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous discutons d'un parc industriel carbone zéro. L'association entre le secteur industriel et le développement durable, est-ce que c'est réellement possible? Le projet de l'écoparc Châteauguay et son objectif d'obtenir une certification zéro carbone en est un bel exemple. Évalué à 95 millions de dollars, ce projet industriel vise la certification LEED Or pour le noyau et l'enveloppe du bâtiment et la certification BCZ Design. Il s'agit d'une première dans le secteur industriel au Québec. Donc, nous en discutons aujourd'hui avec Patrick Côté, qui est directeur développement durable chez Montoni, ainsi que Frédéric Tremblay, directeur aux investissements immobiliers ESG et création de valeur au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Messieurs, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado. On va parler du projet en tant que tel dans quelques instants, mais d'abord, d'où est venue l'idée de la construction d'un parc industriel éco-responsable? Pour nous, chez Montoni, ça remonte dans le fond en 2005. C'est lorsqu'on a réalisé et certifié notre premier projet industriel qui était certifié LEED Or. Dans le fond, ce projet-là, ce que ça nous a permis, c'est de réaliser vraiment tout le potentiel du bâtiment industriel durable. Tellement que peu de temps après, soit à peu près 2 ans, Montoni s'est lancé dans l'élaboration d'un parc industriel, le premier au Canada qui était composé complètement de bâtiments industriels certifiés LEED. OK. Donc, 2005, l'idée, c'est pas d'hier. Oui, c'est ça. Ça s'est passé vraiment en 2005. Le déclenchement a eu lieu. Puis par la suite, là, au début des années 2010, le premier parc industriel composé de bâtiments LEED a vu le jour. L'idée, j'imagine, ça n'a pas été facile à faire accepter. Vous avez rencontré bien des défis là, à ce propos. Hein? Surtout à cette époque-là où il fallait vraiment... c'est ça, faut reculer dans le temps. Quand on recule dans le temps où les bâtiments durables étaient moins chose commune, il fallait vraiment convaincre tout le monde. C'est simple, il fallait convaincre tout le monde, il fallait convaincre les investisseurs, les locataires, tous les partenaires. Il fallait même convaincre les gens à l'interne dans l'entreprise que ces bâtiments-là avaient une valeur et qu'ils avaient leur place là, sur le marché. Là. Le défi de votre côté, ça a été relevé, l'acceptation d'abord de ce type de projet-là? À la base, le fonds immobilier cherche à investir dans des projets qui se démarquent, cherche à investir dans des projets qui assureront une pérennité, si tu veux, ou une possible croissance là, des revenus de nos actionnaires. On place l'argent des travailleurs québécois et des travailleuses québécoises pour essayer de les faire fructifier. Lorsqu'on sélectionne un projet, on doit essayer de le regarder sur tous ses angles, puis on doit, en tant qu'entreprise, présentement, essayer d'investir dans des projets qui se démarquent, dans des projets qui se rapprochent de nos valeurs, puis présentement, il y est temps d'agir. Il est même... Bon, il n'est pas trop tard, pas du tout, mais c'est le moment maintenant de faire un geste significatif puis de sélectionner des projets avec des critères différents. Lorsque notre partenaire Montoni nous est arrivé avec une proposition aussi innovante, bien évidemment, ça s'est rapidement démarqué du lot, ce projet-là. Puis, ça répondait à nos critères d'investir dans des projets qui sont pensés pour l'avenir, qui sont résilients dans le temps. En plus, ça nous permettait aussi de diversifier notre portefeuille. On est généralement très investi dans le résidentiel, donc une opportunité industrielle nous permettait de diminuer le risque et d'investir dans un projet fort innovant et fort intéressant. Parlons-en du projet. Pouvez-vous nous le décrire en tant que tel? De quoi il s'agit exactement? Dans le fond, c'est un bâtiment industriel multilocataire, comme tu l'as dit tantôt, là, évalué à 95 millions de dollars. C'est un bâtiment de grande taille, quand même près de 450 000 pieds carrés pour donner un aperçu de ce que ça représente. On parle de 8 terrains de football, donc c'est un bâtiment quand même énorme. Un bâtiment qui va viser la double certification, soit LEED pour les noyaux et enveloppes de niveau Or et une certification bâtiment carbone zéro aussi, qui est une certification du Conseil du bâtiment durable du Canada. C'est un bâtiment qui va être hyper efficace d'un point de vue énergétique. Là, on parle de réduction de coûts en énergie de près de 50 %. Ça va être possible grâce à une enveloppe super performante, de l'éclairage d'ailes, des équipements de chauffage et climatisation de type thermopompe, même si c'est moins commun pour un bâtiment industriel. Ouais. Puis, de la récupération de chaleur sur l'air frais, là, super performant, là, à l'ordre d'à peu près 90 % d'énergie qui est évacuée va être récupérée pour chauffer l'air frais du bâtiment.
Puis ça, c'est sans compter en plus la production d'énergie renouvelable sur place grâce aux 200 panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur le toit du bâtiment. OK, ça, c'est relativement nouveau dans l'industriel, ça, c'est avec des panneaux comme ça. Là. Oui, c'est assez récent. C'est sûr que c'est une des stratégies qu'on utilise afin d'obtenir la certification BCZ, bâtiment carbone zéro. Mais c'est une technologie qui est très propice aux bâtiments industriels vu les grandes surfaces de toiture qu'on possède. Donc, c'est facile d'installer des panneaux photovoltaïques. Vous avez l'espace pour ça? L'espace est là. C'est un espace qui est inutilisé. Oui. Donc, c'est un bâtiment immense, si je comprends bien le projet. Incluant 5 locataires, mais un grand bâtiment. Qui inclut plusieurs entreprises. Il y a des mesures environnementales précises qui ont été prises pour le projet en tant que tel. Oui, outre l'efficacité énergétique dont on vient de discuter, il y avait tout l'aspect d'économie d'eau. Le bâtiment va être doté d'équipements qui vont récupérer l'eau de pluie pour alimenter les toilettes et les urinoirs. Puis ça, jumelé à l'installation d'appareils à faible débit, va nous permettre d'économiser environ 70% annuellement d'eau versus un bâtiment conventionnel. Il y a aussi plusieurs autres petites mesures comme une toiture blanche qui va permettre de réduire les îlots de chaleur. On parle d'appareils d'éclairage extérieur qui va limiter au maximum la pollution lumineuse. Puis il y a tous les aspects aussi qui touchent au bien-être et à la santé des usagers, comme une filtration d'air meilleure, d'incorporer des matériaux qui sont plus sains, qui sont à faible émission de COV, puis bien sûr le confort thermique des usagers qui est très important. Quel défi avez-vous rencontré en ce qui concerne son caractère éco-responsable? Il y a des défis, puis est-ce qu'il y a eu des réticences, si j'ose dire? Il y en a toujours, vous allez dire. Il y a toujours des réticences, mais le principal défi, c'est vraiment rattaché à l'obtention, aux objectifs de certification environnementale. Ouais. Pour deux choses. Premièrement, on vient de le dire, LEED Or, c'est quand même un objectif qui est assez ambitieux pour un bâtiment industriel. C'est pas tous les bâtiments qui peuvent réaliser le niveau Or. Dans un bâtiment industriel, c'est encore plus un enjeu. Parce qu'il faut réaliser qu'il y a certains points LEED qui sont plus difficilement accessibles pour les bâtiments industriels vu leur emplacement. Majoritairement, ces bâtiments-là sont situés près des grands axes routiers, près des villes où ils vont distribuer leurs produits, leurs marchandises, tandis qu'un bâtiment comme une tour à bureau centre-ville a accès un peu plus à des services, à du transport en commun et compagnie. Fait que ça nous oblige à redoubler d'efforts puis à aller chercher plus de points LEED, si on veut, dans des catégories comme l'énergie, l'efficacité énergétique ou la consommation d'eau. Puis le deuxième, qui est un défi en soi, c'est vraiment la certification BCZ. BCZ place la barre très haute du point de vue d'efficacité énergétique. Donc carbone zéro. Carbone zéro. Autant du point de vue efficacité énergétique que du point de vue carbone intrinsèque qui se retrouve à être dans le fond l'impact environnemental quand on construit le bâtiment, les matériaux eux-mêmes, de la construction jusqu'à la démolition du bâtiment. Mais les objectifs de cette certification sont vraiment élevés, beaucoup plus que ce que l'industrie impose du point de vue efficacité énergétique. Ouais. Le Fonds immobilier a décidé d'être partenaire de ce projet-là. Pourquoi, en particulier? Parce qu'on y croit, d'une part. C'est une bonne raison. Parce que, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, c'est le temps de démontrer à l'industrie qu'il est possible de construire de façon durable, de façon différente, de façon innovante, que c'est rentable de le faire lorsque c'est bien pensé et bien fait. Les défis que Patrick soulevait tout à l'heure avec les certifications, il serait possible de construire sans certification avec des objectifs d'atteinte ou de similitude, si on veut, lorsqu'on analyse l'immeuble, mais d'aller le chercher, puis de travailler fort, puis d'aller l'obtenir, ça fait une grande différence. Puis aussi, ça marque l'imaginaire. On a été chercher la certification, on a fait les efforts, puis il y a des gens indépendants qui le confirment à travers ce projet-là. Donc ça, c'est un truc. Puis de montrer à l'industrie que c'est possible de le faire, soutenir les partenaires qui ont des initiatives durables et innovantes, ça fait partie aussi de notre raison d'être, puis ça fait partie des choix que notre organisation fait présentement, parce que, je me répète, il faut construire différemment. Je reviens sur le projet industriel en tant que tel. Historiquement, par habitude, je ne sais pas trop quel épithète de prendre, le secteur industriel est moins propice à la réalisation de ce type de projet-là et d'efforts dans le sens de développement durable. Vous y êtes arrivé? De quelle façon? Tout ça, c'est pas évident. Comment vous avez réalisé ça? À vrai dire, c'est un peu... Ces bâtiments industriels ont été mis un peu de côté versus les bâtiments institutionnels ou les tours à bureaux qui ont été mis, mais pourtant, ça reste un bâtiment comme un autre, avec des enjeux qui sont particuliers à l'industriel. Ça reste un bâtiment qu'il est possible de le rendre efficace. Il fallait juste vraiment s'impliquer puis acquérir une certaine expertise pour le réaliser, mais c'était surtout l'aspect dont on a discuté tout à l'heure, c'était de convaincre les gens puis que les gens réalisent que les avantages que tous les bâtiments durables ont, ça se vaut aussi pour les bâtiments industriels. Oui, exact. Puis comme on est dedans, on fonce.
Quel défi additionnel on rencontre quand on veut réaliser ce genre de projet-là? Zéro carbone surtout et durable dans le secteur industriel? C'est une bonne question. Ben, c'est de déconstruire les préjugés, si on veut. Ouais. Il y a probablement, il y a des coûts additionnels à être considérés au départ pour certains ajustements, pour certaines innovations ou certains gestes durables qui vont être faits dans la construction, par exemple, mais qui vont ensuite être mitigés dans le temps. Il va y avoir des économies importantes, comme Patrick le mentionnait, sur les coûts d'énergie, sur la qualité du bâtiment en soi, puis de l'aire de vie, de travail, en fait, que les travailleurs auront à l'intérieur de ce bâtiment-là. Il y a des coûts directs qui vont être diminués d'année en année à travers ce projet-là. Vous avez les deux organisations des visions claires en immobilier durable. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Bien, pour nous, chez Montagny, quand on a réalisé que 40% des émissions de GES à l'échelle de la planète étaient reliées directement aux bâtiments, on s'est dit, on peut, comme nous, notre business case, c'est les bâtiments. On s'est dit, on n'a pas le choix de s'occuper de ça. Et on s'est doté d'une vision avec des objectifs très ambitieux, qui est la carboneutralité d'ici 2040, avec une espèce de palier de 50% de réduction en 2030. C'est une stratégie qui est assez ambitieuse. Puis les moyens qu'on doit mettre en place, justement, c'est faire plus de bâtiments comme celui dont on vient de parler, Écoparc Châteauguay. Mais ça veut dire aussi acheter des bâtiments existants puis les reconvertir, parce qu'après tout, le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on n'a même pas besoin de construire, celui qui est déjà là puis qui est existant. OK, c'est mieux ça que d'en bâtir un flambant neuf. Tout à l'heure, on a parlé de carbone intrinsèque et le carbone de la construction. On ne l'a pas, cet aspect-là, parce que dans le fond, le bâtiment il est déjà existant, puis le carbone intrinsèque il a été mis il y a plusieurs années. On a seulement que le carbone intrinsèque de la conversion du bâtiment, ce qui permet de faire des bâtiments qui peuvent être presque aussi performants d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue environnemental, vont avoir des gros avantages. Et après ça, il y a tout l'aspect pour nous qui est portfolio. Présentement, Montagny possède près de 7 millions de pieds carrés qui vont vieillir dans le temps, qui vont avoir besoin d'être mis à jour si on veut décarboner nos activités. On estime que c'est à peu près 30% de notre portfolio qui va devoir être mis à jour. Ça représente des gros investissements, mais on est conscient qu'à long terme, ça va nous permettre vraiment de décarboner nos activités. Et du côté du fonds aussi, la vision est très, très claire. Vous n'en êtes pas à votre premier projet. Non, le Fonds de solidarité s'est engagé à atteindre 12 milliards d'actifs liés au développement durable d'ici 2027. Alors, on a un petit coup de pouce ici avec le projet que notre partenaire Montagny nous propose. On travaille présentement à essayer de faire tendre nos partenaires vers des projets plus durables. Lorsqu'on reçoit une proposition d'un projet, on va favoriser un projet qui va avoir des considérations environnementales, des considérations sociales en premier lieu maintenant, parce qu'on doit le faire. Ce n'est pas que le rendement maintenant qui est considéré dans nos rendements monétaires, dans une analyse financière, mais bien le rendement sociétal qui prend une bonne partie du pointage, si on veut, lorsqu'on analyse un projet. Donc, c'est une condition maintenant pour faire des projets avec le fonds immobilier qui ait des considérations environnementales, des considérations d'immobilier durable lorsqu'on soumet un projet. Oui, puis ça vous prend des partenaires. Effectivement, le fonds a besoin de partenaires, des partenaires d'expérience, des partenaires de confiance, comme le groupe Montagny en l'occurrence, qui peut nous apporter son expertise et permettre la réalisation de tels projets. Pensez-vous qu'il serait possible de repenser l'ensemble de nos parcs industriels dans ce sens-là afin qu'on soit plus éco-responsable au niveau de l'industrialisation des parcs? Bien, il est clair que c'est possible. On vient d'en parler, puis pour nous, on en a réalisé tellement que c'est clair que c'est possible. Puis en plus, comme on a parlé, c'est nécessaire. C'est plus une question de dire est-ce qu'on a vraiment le choix. Je pense qu'on est rendu qu'il faut le faire. Mais il faut vraiment le voir, le bâtiment dans son ensemble, dans son cycle de vie, pour que les gens réalisent à quel point ces bâtiments-là ont des avantages puis sont importants. Puis la valeur qu'ils apportent aux entreprises, autant du point de vue efficacité énergétique que d'un point de vue environnemental, mais tout ce qui est des coûts d'opération, comment ces entreprises-là peuvent attirer plus d'employés, retenir leurs employés, comment ils peuvent avoir une productivité accrue. Oui, c'est important de dire que c'est rentable. Souvent, les gens vont être se rébutent à ça parce que ça va coûter plus cher. Eh bien non, finalement, en bout de piste, le projet est rentable. Bien, c'est certain. Si on a tendance à regarder seulement que le coût du loyer ou le coût du bâtiment, c'est sûr qu'il y a un surcoût de faire des bâtiments comme ça, mais c'est là d'où l'importance d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent bien tous les avantages qu'on vient de nommer à long terme, qui peuvent amener à leur entreprise, puis rendre des projets qui peuvent sembler pas rentables du premier point de vue, mais sur une durée de temps peuvent devenir des bâtiments qui sont hyper économiques. Tout à fait. Quelles seraient les premières pistes de réflexion à adopter?
Je crois qu'un truc important à considérer, c'est que c'est pas nécessaire de passer dans l'innovation pour réussir à rendre un projet durable. Je m'explique. Il y a des possibilités techniques qui sont simples, qui existent. On n'a pas besoin de réinventer le bouton à 4 trous. Mm-hmm. Il y a des gestes, comme on mentionnait, les panneaux photovoltaïques, ça existe depuis un certain temps. Les intégrer à un projet, ce n'est pas aussi compliqué qu'aller sur Mars. Il y a importance de continuer la recherche et développement en matière de bâtiments durables. Mais il y a déjà des gestes simples qui peuvent être faits. Il y a des considérations, par exemple, sur la localisation d'un choix de site qui peuvent avoir des grosses importances sur la qualité de l'actif, ultimement. On parle ici d'un projet industriel qui est à l'intersection d'infrastructures routières importantes qui permettent à des choix logistiques pour des entreprises, des livraisons plus rapides, des déplacements plus efficaces. Donc, c'est des trucs qui doivent être considérés. Les grandes superficies de toiture et de murs aussi offrent des opportunités d'accumulation de chaleur, d'accumulation d'énergie qui doivent être mises à profit lorsqu'on pense à un projet comme ça. Bon, récupérer ce qu'on utilise. Oui. Moi, je vais y aller d'un côté plus philosophique à cette réponse-là. C'est en se posant la question, pourquoi il n'y a pas plus de bâtiments industriels durables? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils font pas le pas? Puis c'est dans le fond le conseil qu'on devrait tous leur donner, c'est y aller un pas à la fois. Il faut bâtir cette expertise-là. On peut parler de technicalité, de plein de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut commencer. Il faut commencer en quelque part. Il faut commencer maintenant parce que si on pense tout de suite que le seul bâtiment industriel durable, c'est celui qui est A et BCZ, ben il faut commencer en quelque part. On ne peut pas faire cette marche-là trop grande à passer d'un coup. On a parlé, on vient de démontrer que c'est possible. Techniquement, tout est possible. C'est avantageux. Il y a plein d'avantages pour les entreprises, pour les locataires, puis c'est nécessaire. Donc là, il faut juste s'assurer que notre industrie se met tout ensemble, puis met l'épaule à la roue, puis passe à l'action. Ben, on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on complète notre balado d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir arrêté dans nos studios et puis d'avoir participé à ce balado aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur des projets bien de leur époque. Nous souhaitons remercier Frédéric Tremblay et Patrick Côté pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi le Fonds immobilier de solidarité FTQ avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur une étude qui permettra peut-être de considérer l'immobilier durable d'une toute autre façon. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Je vous dis merci et à très bientôt.